Alors que se multiplient les constats désespérés sur l'état du pays, sur le déclin de notre Europe et l'inéluctabilité des catastrophes climatiques, il est réconfortant de lire sous votre plume, Jean-Michel Blanquer, que notre pays conserve d'excellents atouts, que la République dispose d'un message convaincant s'il est reformulé pour tenir compte des défis de l'heure. Vous nous invitez, cher Président, à prendre conscience de ce que nous sommes en tant que civilisation et à nous projeter dans un avenir désirable, mais aussi réaliste, parce qu'il part de ce que nous sommes, de ce que nous avons su édifier au cours des siècles. Quand la plupart des autres nous expliquent que nous fonçons dans le mur, celui de la dette publique, celui d'un modèle social insoutenable, celui d'un délitement de l'autorité publique au profit des mafias, d'un effondrement démographique compensé par une immigration en mal d'intégration, eh bien vous nous proposez des solutions concrètes et vous refusez l'inéluctabilité des catastrophes promises. Vous êtes donc du côté de l'espoir, mais pas de l'utopie. Vous construisez sur des bases solides celles de l'existant, et par son ambition, votre livre rappelle la réforme intellectuelle et morale d'Ernest Renan, écrit juste après la défaite de 1871. Comme lui, vous estimez que notre problème est d'abord une défaite de l'intelligence, et votre réforme, vos réformes, passent d'abord par l'enseignement. Je complète juste en disant soulagement, parce que dans mon métier, j'analyse le paysage politique et donc les idées politiques, et donc je suis souvent amenée à lire des livres politiques, alors des livres de chercheurs évidemment, mais des livres de personnes ayant eu ou exerçant encore des responsabilités politiques. Et le modèle du livre politique aujourd'hui, tel que 95% des livres politiques, on va dire, c'est à peu près le même toujours, c'est une idée par chapitre, des phrases de tous nous au maximum, une indignation calibrée, un chapitre sur la République, un chapitre sur la jeunesse et un dernier pour réconcilier les Français. Donc je vous avoue mon soulagement d'avoir échappé à cela. Donc c'est, comme l'a dit Brice, un livre très intéressant. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec des questions. Je précise qu'à la fin, il y aura un temps pour les questions de la salle. Et peut-être que je vais commencer avec la première question. On va passer la parole à Brice sur le mot civilisation. Vous rappelez qu'avant de renvoyer les querelles d'identité et une concurrence pour la domination, il fut utilisé par Condorcet pour signifier l'élévation d'une société à un degré plus haut par sa culture et ses mœurs. Comment définir le mot civilisation française tel qu'utilisé dans ce livre? Merci beaucoup, merci à tous les deux et merci à vous tous d'être là. Je suis très heureux de tous d'être dans cet amphithéâtre. Pardon pour le retard, il n'y avait aucun calcul de mise en scène tel qu'Éric l'a parfaitement conçu. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir présenter le livre, défendre le livre, j'allais dire, dans un endroit qui est justement fait d'habitude pour soutenir des thèses. Le mot civilisation m'a paru important et j'avoue que j'étais heureux de le trouver en quelque sorte quand je réfléchissais à ce livre, quand je méditais sur ce livre. D'abord en me rendant compte que ce titre n'a jamais été donné en 2 siècles, et puis le mot existe depuis le milieu du XVIIIe siècle, et il y a le mot civilisation dans des titres, mais il n'y a jamais eu un livre qui s'appelle Civilisation française, ça peut être surprenant. Il y a une histoire de la civilisation française, il y a eu en réalité un petit opuscule qui s'appelait Civilisation française de la part de Georges Duhamel, mais c'est pas un véritable livre. Et donc, c'est une raison qui n'est pas suffisante, évidemment, mais ce titre n'avait pas été donné. Surtout, ce qui m'importait, c'était de redonner sa force à ce mot. Et finalement, il y a toute une partie sur le langage dans le livre, mais je suis très attaché à ce que nous réussissions à revaloriser certains mots et à faire donner tout leur jus à certains mots. Et celui-ci en est un, parce que le mot de civilisation a une très belle histoire et surtout une très belle signification. D'abord une très belle histoire, parce que comme vous le rappelez, c'est un mot du XVIIIe siècle, c'est le père de Mirabeau qui l'a forgé, et Condorcet en effet qui l'a porté beaucoup. Ce mot d'origine française est passé très rapidement dans les autres langues, civilization en anglais, civilisation en allemand, et puis ensuite dans les autres langues, et le mot culture lui-même est postérieur du XIXe siècle, et plutôt d'origine allemande. Et d'ailleurs, la dialectique entre les mots culture et civilisation
est un enjeu philosophique depuis lors. Et d'ailleurs, le fameux malaise dans la culture de Freud a été traduit en français parfois par malaise dans la culture, malaise dans la civilisation, ce qui montre peut-être un malaise sur le mot d'ailleurs, mais en tout cas une difficulté et un intérêt à les confronter tous les deux. Si j'ai utilisé ce mot, c'est aussi pour les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que la civilisation signifiait, au XVIIIe siècle, quand le mot est forgé, une élévation, et en cela cousin d'une civilité. Et donc, il est synonyme d'une forme d'exigence de soi qu'il y a envers soi-même, qu'il y a dans nos civilités, et qui est une exigence envers un soi collectif, envers la République, finalement, aujourd'hui, envers la nation, que nous avons un peu perdu. Et donc, cette exigence envers nous-mêmes, eh bien, c'est ce qui est derrière le mot de civilisation. Et le fait que depuis lors, le mot ait pris des connotations de tous ordres, est d'abord relatif à 2 ou 3 pays dont nous faisons partie, et qui ont des formes de haine d'eux-mêmes qui les amènent à avoir honte de parler de leur propre civilisation, alors même que la civilisation française attire encore le monde entier par sa culture, justement. Et puis, la civilisation, nous avons peur de ce mot, notamment depuis le livre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, parce qu'on a l'impression que ça signifie forcément des blocs antagonistes. Or, il va de soi que la civilisation ne signifie pas nécessairement ça peut même signifier l'exact inverse. S'il y a civilité, il y a plus de respect entre les civilisations, beaucoup plus de finesse aussi. Et donc, je pense que nous devons retrouver ce mot. Quand un mot disparaît, c'est un peu un trésor qui disparaît. Et donc, redorer le blason du mot civilisation m'a paru indispensable, et surtout, après, en tirer les fils. Puisque s'il y a un auteur qui est central dans ce livre, et il y en a quelques-uns qui me servent de point de repère, mais le plus important pour moi était d'une certaine façon une sorte de redécouverte, parce que quand on écrit, on est amené à réapprofondir des choses, on découvrir certaines, c'est Fernand Braudel, dont je trouve on oublie de dire qu'il est un des principaux penseurs du XXe siècle, et qui, par sa vision du long terme, dans l'histoire, a en fait permis de comprendre ce qu'il y avait derrière le mot civilisation. Ce qui est facile, alors je ne vais pas faire un autre sujet sur Braudel, parce que j'ai eu d'autres questions permettent d'en parler, mais c'est très intéressant de voir que, par exemple, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Grammaire des civilisations, qui était conçu comme un manuel pour classe de terminale. Et il est intéressant à lire, ne serait-ce que pour cela, et ça ne lui fait pas peur, à certains moments, non seulement de faire une très longue introduction sur la notion de civilisation, extrêmement fort, et ensuite d'y aller civilisation par civilisation, en osant une synthèse utile pour un jeune de 17 ans pour comprendre le monde, en fait. Et il n'a pas peur de cela, sans doute parce qu'il se sent fort de tous les travaux qu'il a fait auparavant, notamment sur la civilisation méditerranéenne. Et donc, lire Braudel, c'est quand même se plonger dans la longue durée du passé, et se plonger dans la longue durée du passé aide incroyablement à se projeter dans l'avenir. On le sent en lisant Braudel, et ce qui est important de noter sur ce point aussi, et ça vient enrichir le concept de civilisation, c'est que pour lui, il y a trois niveaux de temps. Le niveau de l'événement, celui que nous vivons tous les jours, et dans lequel est plongé notre vie politique, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un PLFSS de voter demain matin? Est-ce que demain le gouvernement réussira à tenir? Est-ce que M. X va être candidat, etc. Ça c'est la première couche braudélienne. Nous y sommes, de toutes les façons. La deuxième couche, c'est l'époque. Des époques qui peuvent durer en décennies, plutôt 30 ans, 40 ans. Le romantisme, par exemple, est une époque. Et je pense que nous venons de vivre l'époque Internet. Et que nous entrons dans l'époque intelligence artificielle et transformation écologique, on en parlera peut-être. Et puis, la troisième couche, la plus profonde, elle se mesure au siècle, et c'est la couche civilisation. Et même si nous savons que les civilisations sont mortelles, elles peuvent être quand même extrêmement durables. Et donc, dans la mesure où nous avons aujourd'hui des peurs immédiates,
la manière de s'en sortir, à mes yeux, c'est d'aller replonger dans la selle civilisationnelle, qui peut nous donner des idées. Elle peut d'abord nous rassurer sur la France, parce que, comme dirait Foucault, la France, on a vu bien d'autres. Et deuxièmement, parce que elle permet de penser, au sens plein, notre avenir, en utilisant les concepts et la trajectoire que nous avons. Alors, la civilisation française est le fruit d'une histoire particulière, très particulière, puisque c'est un pays qui a été construit par son État, contrairement à bien d'autres nations européennes où la nation a précédé historiquement l'État, comme l'Allemagne, la Pologne. C'est les Capétiens qui ont fabriqué cet ensemble. C'est pourquoi vous commencez par le territoire. Première marque d'une civilisation. Or, à nouveau, vous en faites le constat, notre pays se fragmente. Comme on l'a vu déjà après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà ce problème, Paris et la province est une fait par Paris. Aujourd'hui, on fait le constat dans le monde entier, parce qu'aux États-Unis, c'est exactement la même chose. On a quelques grandes cités, quelques grandes métropoles formidablement connectées à la mondialisation, et des territoires, comme on dit maintenant, pour ne plus dire des provinces, des petites villes, des villes moyennes, qui dépérissent. Or, vous avez un plan pour ça. Je vais pas entrer dans les détails, mais j'ai retenu évidemment l'idée d'un delta plus. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire et comment vous comptez remobiliser nos belles provinces, rééquilibrer les rapports entre ces métropoles bien denses et bien reliées à la mondialisation, à ces réseaux, et ces petites et moyennes villes ou départements laissés à l'abandon par l'État central. Quels sont vos plans? Alors, première remarque, le nouveau sémantique, il y a des mots qui peuvent périr parce qu'on les utilise plus, parce qu'ils sont marginalisés, comme aussi pour la civilisation, ou parce qu'on les utilise au pluriel et à la possession comme territoire. Je n'utilise plus jamais le mot territoire au pluriel, tellement c'est crispant d'entendre les territoires, donc une espèce de vague qui permet de dire province ou autre chose. Et ce mot qui n'est pas du tout vilain, c'est un très bon mot, est devenu, je trouve, abrasif par l'abus du pluriel et son insignifiance, vraiment dans le sens plein de ce mot. Par contre, je parle du territoire, le territoire français en tant que tel, le territoire de la France. Et c'est une première remarque. Deuxième remarque, pour réfléchir à ça, on a l'illustration de ce que je disais précédemment sur le long terme. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que le territoire a été dans notre histoire, pour bien réfléchir à ce qu'on peut être dans l'avenir. Or, dans notre histoire, vous l'avez rappelé, c'est l'État qui crée la nation, ça pourtant c'est très important pour penser notre pays. C'est une chose magnifique, parce que si on y réfléchit bien, ça signifie que c'est une idée, nous sommes, nous tous, l'incarnation d'une idée. Nous sommes un verbe qui s'est fait chair. C'est-à-dire, il y a des gens, notamment des monarques, qui ont pensé la France, évidemment, pas de manière précise à long terme, mais avec une visée. Entre parenthèses, Jules César, dans la guerre des Gaules, et c'est Michelet qui le note, déjà une certaine idée de la France. Il voit bien qu'il y a une forme de destinée géographique manifeste dans les contours de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, et donc dans la Gaule. Et donc, c'est progressivement que, à partir des Capétiens en particulier, et jusqu'à aujourd'hui, c'est élaborer un territoire français. C'est très important, parce que ça n'est pas la même chose quand la nation précède l'État, d'abord parce que c'est quelque chose de l'importance de l'État dans son pays, je vais y revenir en parlant d'aménagement du territoire, mais surtout parce que il est indispensable de respecter cette ADN dans notre façon de concevoir le territoire. Or, là, cette fois-ci, en étant dans la filiation de Tocqueville et de ce qu'il nous dit dans l'Ancien Régime et la Révolution, sur le fait que il n'y a pas de rupture, de très grande continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution en cette matière, c'est-à-dire on va faire un peu de filiation, puisque d'une certaine façon, la Révolution parachève l'œuvre des rois en cette matière, par la centralisation, qui n'a pas, dans la vision de Tocqueville, c'est une connotation péjorative qu'on peut lui donner aujourd'hui, qui signifie tout simplement que quelque chose se parachève, notamment par l'unité, par exemple la création des départements, la création des poids et mesures, etc., et surtout les institutions administratives de la France. Et Braudel, parlant après Tocqueville,
par exemple, au XXe siècle, du XIXe siècle, nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que ce parachèvement a lieu notamment par deux choses au XIXe siècle, c'est les chemins de fer. Moi, il y a une carte que j'aime bien regarder, c'est la carte de développement des chemins de fer entre 1845 et 1865. On voit véritablement la toile d'araignée se réaliser, qui crée une unité concrète de la France pour la première fois, en fait. Et deuxièmement, l'école primaire laïque et obligatoire pour tous. C'est évidemment, là aussi, notamment d'un point de vue linguistique et d'un point de vue civique, ce qui a créé l'unité de fait de la France. Non sans problèmes collatéraux, on les connaît, mais néanmoins, Tocqueville et Brodel disent ça. D'une certaine façon, depuis lors, on va dire depuis 1914 ou 1918, nous avons finalement basculé dans d'autres choses, et l'horizon d'unité s'est un petit peu distendu, surtout depuis la fin du XXe siècle. Une fois qu'on a fait ces considérations, on se rend compte qu'en fait, pendant tous ces siècles, gouverner la France, c'était d'abord et avant tout partager avec le peuple une idée de cette frontière, notamment de cette frontière future, qui n'était pas encore fixée, et deuxièmement, une idée de son équilibre. Et c'est tout l'enjeu, justement, par exemple, du chemin de fer et des différents développements qui ont le tout dans une histoire de long terme, qui est une histoire mondiale, qui est celle de la métropolisation du monde, et donc de l'urbanisation, qui est un phénomène qui continue. L'ONU nous dit qu'en 2050, on seront 70% d'humains à vivre dans des grandes villes. Et ces considérations étant faites, on peut se dire que donc il y a une part fatale et inévitable dans la métropolisation, mais que cette métropolisation, bon, que Brodel est qui évidemment énormément, notamment pour regarder que dans l'histoire mondiale, enfin dans l'histoire occidentale, il y a au moins depuis le XVIe siècle des villes-mondes qui deviennent la capitale du monde pendant des périodes données, comme l'a été Venise, comme l'a été Anvers, comme l'a été Londres, et comme ensuite le devenait New York. Et ce que nous voyons lorsqu'on a cette considération, c'est qu'il peut y avoir de la bonne et de la mauvaise métropolisation. Brodel ne dit pas de cette façon-là, c'est moi qui le dis de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a une métropolisation qui assèche le monde, et il y a une métropolisation qui innerve le monde. Or, depuis une trentaine d'années, en France comme ailleurs, on va faire une analyse comparable pour les États-Unis, par exemple, eh bien, nous avons accepté, nous avons subi le fait d'avoir des conséquences territoriales de facteurs que nous maîtrisons. Et donc, l'art politique, au lieu d'être là de maîtriser ce territoire, est devenu là de réparer cet territoire. Et bien entendu, la réparation, ça ne peut rien donner de durable et de souhaitable. Il est impératif de retrouver un art de maîtriser le territoire. D'où le fait que je parle de Data Plus, ce qui n'est pas une sorte de baguette magique, une dimeur nostalgique des années 60, que je n'ai pas vécu en tant qu'adulte quand même, mais une façon d'aller rechercher cette sève qui était encore là à ce moment-là, c'est-à-dire un volontarisme politique pour que la France soit équivoque. Et si on fait le bilan d'ailleurs de ce qu'ont été ces années 50, 60 en particulier, il y avait vraiment un actif et un passif, hein. Un actif important, c'est notamment à ce moment-là que on décide d'avoir c'est l'époque où on parle après-guerre de Paris et le désert français, et où, grâce à cette action d'aménagement du territoire, on est allé vers la dizaine de métropoles qui sont notre réalité d'aujourd'hui, dont il ne faut pas oublier certaines réussites, des villes comme Lyon, Bordeaux, d'autres sont d'assez belles illustrations. Mais il y a aussi un passif. Le passif, c'est l'application de la charte d'Athènes en matière urbanistique, c'est donc les grands ensembles et tout ce qui s'ensuit. J'invite chacun à regarder les vieux numéros quand j'ai l'abonnement à l'INA, je sais pas si vous avez ça, de 5 colonnes à la une, sur l'inauguration de Sarcelles. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une sorte d'optimisme autour des grands ensembles. Et bien en même temps une sourde inquiétude sur l'hypothèse que ça puisse tourner mal, et évidemment ça finit à la fin de manière un peu semi-lugubre et semi-inquiète, qui malheureusement était juste. Et tout cela pour dire que cet aménagement du territoire, avec ses bons et ses mauvais aspects, est peut-être une politique. Et aujourd'hui, si nous avons besoin de Data Plus, c'est parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la réalité que nous avons créée et que nous avons laissé se créer, c'est-à-dire, pour la schématiser, celle qui est vue maintenant par géographes et sociologues, c'est-à-dire une France en 3 parties, qui est désormais une
trois parties géographiques, qui sont aussi des parties économiques, sociales et politiques, se projetant d'ailleurs caricaturalement dans la tripartition actuelle de l'Assemblée nationale. Et alors, autrefois, les partis politiques pouvaient être partis du métro à 18h, comme le parti socialiste. Et désormais, cette tripartition géographique et sociologique est délétère pour faire le pays. Parce qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde. Bon, en gros, pour faire vite, les centres-villes, les banlieues et le reste, c'est-à-dire les petites villes et les villages, correspondent à des sociologies et à des votes différents, et aussi à des situations économiques extrêmement contrastées, extrêmement différentes, vecteurs d'inégalité. Et quand bien même nous sommes un pays redistributeur, fortement redistributeur, cette redistribution fait que, en réalité, nous avons de la production de richesses, et on pourrait se satisfaire, par exemple, de notre capacité à redistribuer, et c'est en réalité pas satisfaisant du tout, indépendamment même de la question des inégalités. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir 10 points de richesse dans le pays qui produisent, et les autres étant en quelque sorte les spectateurs de cela, et les bénéficiaires, selon un ruissellement social et pas économique, du moins bien fait, de cela. Donc cette tripartition est délétère, on doit en sortir, et l'idée de la data plus, c'est d'aller réinvestir l'ensemble du territoire français, dont la histoire nous permet d'avoir conscience que c'est le fondement de la France. La France n'est rien, au départ, sans l'ensemble de ses territoires. Et comme d'habitude, les sujets sont d'abord et avant tout psychologiques et immatériels. C'est-à-dire que nous avons une vision désormais de nos territoires, et par exemple de la diagonale du vide, qui est folle. Nous voyons ça comme une sorte d'enclume, comme des sortes de grandes zones de désespérance. Et pour figurer les choses, toujours, mais imaginons que nous tenions la Lozère demain au Japon ou aux Pays-Bas, qui sont typiquement des pays à très forte densité, que par un coup de baguette magique, ils puissent, par hélicoptère, sortir la Lozère de son socle et la mettre au large de La Haye ou au large de Tokyo. Ce serait la fête nationale au Japon ou aux Pays-Bas. On dirait, c'est magnifique. Voilà, on a de nouvelles frontières, on va investir, de l'agriculture, de l'industrie, des services, de la population. Nous agrandissons, nous allons être plus grands, plus forts. Nous disons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quand même une catastrophe. Et puis nous traversons des villes et des villages où les maisons sont fermées, les commerces aussi. Alors même que dans les centres-villes, on va avoir des problèmes énormes de logement et d'installation pour les familles jeunes, etc. Donc il est évident que nous devons avoir une politique volontariste pour réinnerver notre territoire national. Ça signifie d'abord sur le plan économique, donc ce peut-être sur quoi j'insisterai s'agissant du livre, c'est que s'il commence par cette idée-là, c'est que chacune des idées dont nous pouvons parler, comme celle de l'Internet plus, n'est pas isolée des autres, et que une bonne politique future ne sera pas, et on a malheureusement fait l'expérience de ça, une addition de bonnes idées. C'est pas, ça peut pas être juste une bonne ou mauvaise, mais une addition d'idées qui paraissent bonnes pour trouver une solution. C'est en ça que la politique n'est pas que de la technocratie. Une bonne politique doit être une politique où les ensembles des éléments sont cohérents entre eux et font sens, sont intelligibles et significatifs pour l'ensemble de la population. Donc, ce que je peux dire sur le réinvestissement dans le territoire a un rapport avec ce que je peux dire par exemple sur l'évolution du système de retraite, parce que l'idée est d'aider notamment les l'épargne française et un certain nombre de moyens économiques qui en réalité sont encore plus privés que publics vers les différents territoires qui en ont besoin, donc qui portent un très haut potentiel d'investissement. Et la data plus, c'est l'idée que nous devons avoir au moins une ville dans la 2050 sur notre territoire. Et le point par lequel je commence, je ne peux pas tout dire, bien sûr, mais pour lire le livre, aucun n'a déjà lu, mais c'est la façade maritime de la France. Nous sommes. Et là c'est un note presque d'espoir plutôt que de remont. Parce que si nous réfléchissons bien, et ça me Brodel en parle aussi, bien sûr, c'est pas que nous devons récupérer quelque chose que nous avons perdu en matière, c'est que nous devons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons nous sommes la première façade maritime européenne de très loin, et nous sommes le deuxième domaine maritime mondial. C'est un atout considérable. Mais nous n'avons historiquement pas été à la hauteur de ça.
en grande partie à cause de notre rivalité avec l'Angleterre et du fait que nous avons subi quelques Trafalgar qui ont empêché de donner notre pleine mesure là-dessus. Mais il est complètement anormal que Le Havre soit très 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 loin d'Anvers ou de Rotterdam en matière portuaire. C'est pas que la faute de la CGT. Il y a c'est d'abord Nelson puis la CGT. Dans une alliance à travers l'histoire, il certainement un contour. Mais mais maintenant, une fois qu'on a fait cette analyse du côté complètement anormal de cette situation, et c'est vrai pour Le Havre, et c'est vrai pour Marseille, on doit d'abord voir les atouts gigantesques que nous avons, que ce soit par l'existence du Marine nationale, et maintenant d'un armateur de taille mondiale, tout ça, ce sont des atouts, et de la construction navale encore en très bonne forme. Tout ceci m'amène à proposer une vraie vision pour Le Havre Paris. Et là encore, Jules Michelet, qui a cette magnifique phrase en disant Paris, Rouen et Le Havre sont une même ville, dont la Seine est la grande rue. Et je crois que c'est une vision très très juste. Et là aussi, on a puisé dans l'histoire de la géographie. On peut avoir des idées pour le futur. Ce sont des idées qui ont parfois été esquissées, un peu approfondies, mais qui n'ont jamais été vues en plein mesure. Et donc, ce que je crois, c'est que sur 30 ans, nous pouvons, il faut évidemment au moins ce type de durée. Nous pouvons faire un rattrapage portuaire et dans l'intervalle créer la richesse, notamment par les axes fluviaux vers l'Europe du Nord et une politique des chemins de fer très, très volontariste. Il y a une dimension écologique à cela, puisque évidemment c'est l'encouragement du transport fluvial et ferroviaire. Et cette zone-là qui englobe le nord et le sud de la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, peut devenir un épicentre européen et mondial sur le plan économique, dès lors que une vision dans la durée s'exprime sur ce point. Je peux vous interrompre pour faire un point d'humour. Hein. Il y avait un type qui s'appelait Ferdinand Lotz dans les années 50 et 60, qui était un humoriste dont peut-être certains d'entre vous se souviennent, et son programme politique pour Paris, parce qu'il était candidat à la mairie, c'était la prolongation de Boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Je parlais en fait, c'est un sens d'office, mais dictature de passage. Je pense similaire peut se faire sur l'axe Marseille-Lyon, et que il en va de notre poids en Europe, de notre poids dans le monde, et des enjeux pour innerver le territoire français, parce que déjà avec ces deux axes, si vous prenez l'ensemble des effets de bord, ils sont déjà assez considérables sur une partie du territoire. Évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire, mais c'est un exemple de ce que peut gérer peut-être un plus. Imaginez un commissaire délégation à l'aménagement du territoire. Parce que vous voulez oui. Pour vous, c'est évident. Du coup. Et donc, imaginez un haut commissaire qui dure plus longtemps que le gouvernement, de la data. Imaginez-le, on en compte au Sénat tous les mois de ce qui se passe. Imaginez le travail qui est fait pour le lien avec l'ensemble de l'épargne française, etc., etc. Vous pouvez littéralement donner une perspective, et bien sûr, au travers de ça, créer de l'emploi, avoir une politique de peuplement, et avec Je vais rester avec Baudin, parce que sur la démographie, je veux le citer, la démographie est la mère de fond de l'histoire. Donc, dit que chaque civilisation s'est bâtie sur une dynamique démographique. Aujourd'hui, on est à 1,7 enfants en moyenne, donc en deçà du seuil évidemment des 2,1. Comment expliquer, quelles sont les explications que vous apportez à ce déclin de la natalité et les solutions que vous envisagez? D'abord, effectivement, il faut toujours commencer par l'histoire et poursuivre. Typiquement, avec la démographie, on est sur un sujet brodélien, c'est-à-dire un sujet de lame de fond, un sujet très structurel et très structurant, et qui doit être regardé très au sérieux. Moi, je me désolais dans les années 2017 à 2022, lorsque j'étais au gouvernement, du silence qu'on a rencontré quand je posais ce problème, aussi bien au sein du Conseil des ministres qu'à l'Assemblée nationale, même au Sénat.
franchement, quand vous dites ça, c'est tout de suite une sorte de conservateur réactionnaire, qui en plus vient poser un problème qui n'a pas de conséquences immédiates, pour lequel il n'y a aucune manif, et même des économies à faire, parce que vous avez moins des crèches, moins d'écoles à construire, etc. Donc à très court terme, la baisse démographique, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, comme ministre de l'Éducation que j'étais, je l'ai toujours reconnu, ça me crée des petites facilités dans ce que j'avais à faire pour l'école primaire, ce qui d'ailleurs m'a pas empêché d'augmenter les postes à l'école primaire en même temps pour avoir un double effet de rattrapage pour l'école primaire française qui devait largement besoin. Et donc la démographie est un sujet local, et donc c'est très significatif du fait qu'elle ne soit pas un sujet. Ça commence à devenir un sujet politique, mais ça ne l'a pas été. Ça fait maintenant 10 ans pour le problème, qui s'est regardé le problème se pose, et même un peu avant. Et pourtant, il n'était pas du tout dans l'agenda politique. C'est des sujets pour vous, c'est-à-dire de comment un sujet devient au centre de l'agenda, arrive au centre de l'agenda politique. C'est pas parce qu'il n'était pas intelligible, je peux vous dire, il suffisait d'avoir 3 neurones pour le voir. Et donc, ce qui est très grave, c'est l'absence de réaction par rapport à ça. Eh bien, ce problème profond correspond à une notion historique que Brodel rappelle par cette phrase qui résume tout, et qui est que, bien entendu, c'est une sorte d'évidence, s'il n'y a plus d'enfants dans un pays, dans une civilisation, ce pays se meurt. Et ça se traduit non seulement à long terme, mais même à court terme, par des enjeux de vitalité, du quotidien, même, et je dirais même de joie de vivre dans une société donnée. Donc il est évident que c'est important d'avoir des enfants et de ne pas rentrer dans cette spirale pessimiste dans laquelle nous sommes entrés à cause de ça. Et donc, les solutions sont de différents ordres, mais et bien entendu, sur ce sujet comme sur d'autres, il n'y a pas la solution, mais un bouquet de solutions qui ensemble peuvent permettre d'avancer. Mais la première des considérations pour trouver des solutions, c'est que reprendre un chemin vers la hausse serait d'abord et avant tout une mesure démocratique, puisque il y a ce chiffre de 1,7 qui est la réalité, mais quand on fait des enquêtes auprès des femmes, ce qui est quelque chose fait régulièrement par les démographes et les sociologues, le désir, c'est 2,3. Et le seuil de renouvellement, c'est 2,1. Donc il serait démocratique d'arriver à 2,3. Elisabeth Badinter a écrit un excellent livre il y a peu de temps, où justement elle traite cette question, très intelligemment, comme toujours, et elle pointe ça, et donc le cœur de ce qu'elle a à dire là-dessus, c'est que, bien sûr, ça renvoie aux conditions de vie concrètes des jeunes mères et des jeunes familles, ce qui, entre parenthèses, nous renvoie au sujet précédent, puisque si vous offrez des possibilités de s'installer dans un village où il y a une école qu'on a complètement renouvelée, où les services publics sont désormais présents, où on a investi économiquement avec des emplois, où vous avez un régime fiscal favorable, etc., enfin, on pourrait y avoir des personnes qui veulent avoir 3 enfants, 4 enfants, auront tout intérêt avec les maisons à l'abandon rachetées par les bailleurs sociaux et qu'on peut même racheter soi-même avec des emprunts très avantageux sur 20 ans, etc. Bref, des mesures de ce type peuvent tout à fait conduire à un renouveau général, le tout dans un monde où la mobilité douce, voire les voitures électriques automatiques, les bus électriques automatiques, bien entendu l'intelligence artificielle et l'ensemble des réseaux qui existent déjà aujourd'hui, etc., vont permettre non pas d'abolir les distances, mais en tout cas, dès lors qu'il y a un minimum de socle, humanité et services publics dans un endroit, et même aussi le renouveau d'une vie économique et sociale. C'est vraiment un projet de société fondamental, c'est-à-dire redécouvrir notre richesse et réenclencher un cercle vertueux. Et donc, sur la question démographique, on le voit bien, c'est totalement relié aux différents points, et une série de mesures pratiques et concrètes peuvent contribuer au renouveau indispensable, qui est indispensable pour toute l'Europe, mais le premier des facteurs, n'oublions jamais, comme d'habitude, il est immatériel. En 1945, et même un peu avant, quand il y a le renouveau démographique, après un siècle de déclin démographique de la France, dont il faut rappeler là aussi grâce à Brodel, des cycles de ce genre, la France est forte, enfin dans une sorte de dynamique au XVIe siècle, et ça va de pair avec une pulsion démographique. Elle s'affaisse au XVIIe siècle démographiquement, elle repart au XVIIIe siècle, elle se réaffaisse au XIXe siècle,
et elle renaît après la Deuxième Guerre mondiale, et nous réaffaissons en ce moment. Alors, soit nous disons, bah, on est parti pour un cycle de 100 ans, et on se tient qu'on dit, soit on prend à la racine le problème, et on voit qu'après-guerre, par exemple, bah, le facteur moral, psychologique a été essentiel. Le matériel de vie était bien plus difficile en 1945 qu'aujourd'hui. Pour autant, il y avait une reconstruction, et on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé des choses très graves, et que donc il n'y avait pas matière à avoir une forme de pessimisme sur la vie et toute une série de choses. Et pourtant, les gens sont partis de là. Donc, c'est un cercle vertueux d'une forme de volontarisme qu'il faut encourager. L'Europe a raté la révolution numérique, les plateformes, les moteurs de recherche sont américains quand ils ne sont pas chinois. Comment faire, vous avez des idées là-dessus, pour que la France et l'Europe ne ratent pas cette fois la révolution de l'intelligence artificielle? Comment faire pour qu'elle ait été mise une question nationale, pour que les formations coïncident autant qu'il est possible avec les besoins, dans la mesure où ces besoins, nous avons du mal à les anticiper, parce que justement l'intelligence artificielle va faire disparaître ou rendre caduque un grand nombre de métiers déjà existants aujourd'hui. Quelles sont vos idées sur ce sujet, Michel? Alors, d'abord, j'en profite pour... je le fais devant toute l'Assemblée, donc je vais le faire là, comme d'habitude. Partie d'entre vous savent très bien ce que je veux dire là-dessus. Mais j'en profite pour tordre le cou à l'idée que notre enseignement scientifique et mathématique se serait affaissé à l'occasion de la réforme du baccalauréat et du lycée. Tous ceux qui veulent bien mener ce combat avec moi, certains sont des fonctions éminentes pour le faire, mais chacun d'entre nous, je vous en supplie, allez dans ce sens, parce que c'est une des choses qui m'ont fait le plus bisquer et souffrir, si vous me permettez l'expression. Pas seulement pour moi-même, mais surtout parce que j'ai assisté sur ce point à une sorte de victoire de la fake news absolument terrifiante, et ça va permettre d'en dire. La fake news, c'est que vous avez tous entendu que l'enseignement des mathématiques et des sciences s'est affaissé en France depuis l'immonde réforme du baccalauréat. Je tiens tout à préciser que oui, il y a eu un déclin des mathématiques et des sciences, c'est tout à fait vrai. Il a au moins 30 ans d'âge, 40 ans d'âge, et je prétends que la réforme du lycée fait partie des choses, avec d'autres que vous avez fait d'ailleurs, pour revenir. Le phénomène, là aussi, que Tocqueville a vu sur d'autres sujets, c'est au moment où vous retroussez les manches pour remédier à un problème que vous avez la coalition d'une série d'acteurs par ailleurs très hétéroclites, qui vont des syndicalistes les plus durs au patronat le moins réfléchi, qui se mettent à tenir un même discours absurde, sans jamais, alors les uns de mauvaise foi et les autres de bonne foi, en tout cas sans prendre le temps de bien analyser. Mais déjà, je commence par la conclusion, il n'y a jamais eu autant d'étudiants en prépa scientifique en France, dans toute l'histoire de France depuis qu'il existe des prépas scientifiques, donc depuis la Troisième République, qu'au moment où je vous parle. Donc, pour une réforme qui visait à détruire les maths et les sciences, c'est raté. Nous avons jamais eu autant d'élèves dans l'enseignement supérieur scientifique. Il y avait 50% des élèves terminales qui allaient dans l'enseignement scientifique supérieur. C'est 90% aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de filles dans l'enseignement scientifique. En revanche, ça, si vous voulez faire de la mauvaise foi, en effet, comme l'augmentation des garçons a été plus grande que l'augmentation des filles, si vous avez envie de dire que tout va très mal, vous pouvez dire que le pourcentage des filles par rapport aux garçons a baissé, c'est vrai, mais la valeur absolue du nombre de filles a augmenté, et la valeur du nombre de garçons a augmenté encore plus. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien, je suis en train de dire qu'on a réussi un rebond, dans des circonstances absolument adverses au dernier degré, et qu'une machine d'intoxication s'est mise en route, y compris d'ailleurs dans la bouche de certains scientifiques, qui est absolument terrifiante sur le statut de l'information et de la vérité aujourd'hui. Et ce que je suis en train de dire dans un amphithéâtre de la Sorbonne, je l'ai dit dans un amphithéâtre de l'École Libre pendant 2 heures sur le sujet, je peux faire des débats de 3 heures, 4 heures sur cette question, et je peux aussi faire la démonstration de la façon dont certaines fake news sont construites. Je profite vraiment pour le dire dans le public que vous êtes, une courbe qui a fait des centaines et même des millions de vues sur les réseaux sociaux vous montrait le nombre d'élèves faisant des sciences depuis les années 50 qui montait comme ça,
qui d'un seul coup en 2019, forcément beaucoup d'entre vous l'ont vu, d'un seul coup baisse comme à peu près la face nord de l'Everest, comme ça. Quand vous voyez ça, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de pendre la personne qui est à l'origine de ça. C'est-à-dire, moi, il fallait que je me pende, parce que ce moment 2019 est le début d'une baisse. Sauf que les élèves qui sont dans cette courbe jusqu'à 2019, c'est les élèves en S, tandis que ceux qui sont dans la suite de la courbe, c'est uniquement ceux qui ont pris maths et physique en enseignement spécialisé. Pardon pour cette précision, mais elles ont un intérêt au-delà du sujet lui-même sur la construction d'une fée. Autrement dit, si vous êtes un étudiant ou une élève, souvent une d'ailleurs, élève qui veut faire médecine, avant 2019 vous faites S, vous êtes donc dans la courbe. Après 2019, très souvent vous allez faire physique, SVT et maths complémentaires. Et bien là vous n'êtes plus dans la courbe. Donc par exemple, tous les futurs médecins, tous les futurs biologistes, dont chacun sait qu'ils sont patients, eh bien, ils ne sont plus dans la courbe, ils y étaient avant, ils n'y sont plus. Donc avec ça, vous pouvez construire toutes les fausses de la Terre. De même, nous avons élaboré, ça c'est en lien très direct avec la question, une discipline qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle numérique et sciences informatiques, et donc qui est faite pour préparer ces choses-là, qui est à ses débuts, puisque c'est quand même 15 à 20 000 élèves par an. Eh bien, elle n'est pas comptée dans la courbe. Et le genre de personnes qui ont fait ça, une d'entre elles, je l'ai vu récemment, publier la stratégie chinoise sur les maths et les sciences, sur lequel, regardez, les Chinois font 10 fois mieux que nous, ils ont fait ça. Vous lisez l'article, et vous comprenez qu'en fait, c'est exactement ce que nous avons fait, non seulement au lycée, mais à l'école et au collège. Simplement, les Chinois l'ont fait, ils sont géniaux, nous sommes forcément nuls, et nous avons tapé à côté, etc. Mais pour expliquer ça, je vais me prendre 5 minutes, et c'est déjà pas assez. Donc certains trouvent déjà que c'est trop. Mais il faudrait encore 1 heure pour rentrer dans tous les détails. Vous mettez 20 secondes à dire les maths et les sciences ont été détruites en France par le fait de ne plus avoir les maths dans le tronc commun. Vous mettez au moins 1 heure à réparer ça. Et de façon générale, c'est vrai de tous les sujets, c'est-à-dire vous mettez du temps à construire une forêt, vous mettez 10 secondes à déclencher un incendie. Et ce statut d'information, ce statut de la vérité aujourd'hui est évidemment un énorme problème. Et donc je me recentre sur la question, et que faire pour se préparer à ça. Là, de nouveau, avec les paradigmes grandéliens, je raisonne sur les époques, sur les périodes. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Il y a clairement un cycle de Kondratiev qui a commencé dans les années 90 avec Internet. Son épicentre, là aussi en utilisant les concepts brodéliens, a clairement été la Californie. Et on a vu monter, évidemment, énormément de plus-value et de capacité d'attraction dans cette partie-là du monde, avec des effets d'ailleurs sur l'Asie et sur les États-Unis, et une Europe qui a été à la traîne de ces réalités. Et on voit bien qu'effectivement, à chaque époque, il y a elles peuvent être polycentriques, hein. Désormais le monde est plus polycentrique que pour les époques étudiées par Brodel, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a des territoires qui tirent des capitales, qui tirent leur économie. Or, si l'on suit simplement les courbes en les subissant, on peut prédire que c'est probablement la Chine qui va être leader de cette nouvelle ère, d'autant plus qu'on voit qu'il y a une forme de planification extrêmement bien pensée du côté chinois pour marier intelligence artificielle et décarbonation et arriver à l'horizon 2050 justement à une économie tirée par l'ensemble de transformations économiques et écologiques que tout ceci suppose, avec croissance tirée par d'autres moteurs. Sauf que, alors ça c'est ce qui risque de se passer si on ne fait rien. Mais 2 considérations doivent immédiatement arriver. La première, c'est que la Chine est un géant au pied d'argile, plein de points permettent de penser que c'est pas si simple que ça pour la Chine de faire ça, mais indépendamment de la stratégie chinoise, on peut d'ailleurs souhaiter pour les Chinois qu'elle réussisse, il est tout à fait possible pour l'Europe d'avoir une stratégie qui lui permette de tirer sur les points de bouche. Alors il y a déjà un retard énorme qui est pris, ne serait-ce qu'en termes d'accumulation de capital, en termes de grands acteurs technologiques déjà concentrés, qui sont actuellement américains et chinois et assez peu européens. Mais néanmoins, il y a d'abord quelques belles petites étincelles prometteuses. Évidemment, c'est Mistral AI qui vient à l'esprit, qu'il faut énormément encourager. Mais il y a surtout tout un écosystème
de PME et d'entreprises qu'il faut, dans les temps à venir, probablement selon des logiques géographiques qui nous ramènent à mon axe 7 de tout à l'heure, mais aussi par une logique d'investissement dont on a l'esquisse dans le plan Draghi et qui auquel j'adhère pour l'essentiel et qui doivent nous permettre d'être dans la course en anticipant les nouvelles étapes de progrès technologique qui permettent de faire les bons investissements. C'est vraiment cette partie-là qui pour être gagnée est très difficile. Mais de nouveau, si on refuse le fatalisme, on doit avoir une stratégie et à mes yeux, elle passe par différents éléments que je vais. Donc, le livre s'articule en trois parties. Donc, en fait, c'est le territoire, le langage et la République, les trois composantes de la civilisation française. On va passer à la partie langage. Vous dites, là où la civilisation impose des limites, la culture ouvre des horizons, elle est la fleur fragile qui pousse au sommet de l'édifice civilisé. Et notre tâche, ce n'est pas de choisir entre culture et civilisation, mais de réapprendre à les unir. C'est-à-dire, je cite encore, rester une civilisation qui éclaire plutôt que de devenir une nation qui gère. C'est un enjeu de taille, évidemment ça s'inscrit dans une continuité historique, quand les deux sont disjoints, c'est là que les nations sont en déclin en quelque sorte. Comment est-ce qu'on réapprend à unir les deux? Alors, d'abord cette question renvoie à l'une des définitions qu'on peut avoir de la civilisation, qui est justement là encore une définition de Brodel, mais je pense qu'il l'a puisé lui-même justement chez Condorcet, c'est-à-dire qu'on peut définir la civilisation comme l'ensemble des réponses pratiques, et donc en pratique il y a technique, normatif, culturel, mais l'ensemble des réponses techniques que donne un peuple, l'ensemble, aux problèmes posés par la nature. L'être humain est face à toute une série de défis naturels, la forcerie dans les âges anciens, et la manière dont on répond à cela va créer des effets de civilisation. Ça va être des barrages, des ponts, des maisons, des manières de faire des maisons, qui va être différent d'un moment à l'autre, en raison du vent, et tout ça, dans la durée, crée de la civilisation. Et si on a cette définition-là, alors la civilisation, c'est en fait, j'allais dire presque un carcan, presque dans le sens positif du terme, au sens de quelque chose qui nous fait grandir droit, mais qui nous crée des contraintes. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de règles et de techniques qui vont vous donner la direction au travers de laquelle vous vous élevez. C'est une forme et de ce point de vue-là, la civilisation a beaucoup à voir avec la notion d'éducation, parce que l'éducation, c'est la même chose. L'éducation, c'est une contrainte qui vous mène à la liberté. Et c'est pas une liberté immédiate, c'est, au contraire, c'est presque une contradiction de la liberté pour aller vers la liberté. Et la civilisation, c'est un peu ça. Et donc, si la civilisation n'est que ça, elle est évidemment asséchante. La civilisation s'accompagne de la culture, qui elle va être plus synonyme justement de la floraison de la liberté que permet la civilisation. C'est pourquoi la civilisation n'est pas le contraire de la culture, elle en est la condition. Et les deux ne s'opposent pas, mais elles se complètent. Il n'y a pas de culture sans civilisation, mais pas non plus d'accomplissement de la civilisation sans culture. Et donc, envisager cet ensemble-là, c'est se dire que nous devons sans arrêt penser ce que nous sommes en tant que civilisation, en pensant aussi ce que doit être la culture. Or, le langage est en quelque sorte le seul des deux, c'est-à-dire de la civilisation et de la culture. C'est pourquoi cette partie sur le langage, entend le langage slave, bien sûr, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui nous relient, y compris spirituels, et cette approche sur le langage nous ramène là aussi de façon, je crois, assez cohérente à ce qu'on a pu dire sur la création de la nation par l'État dans le cas français. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de notre langue, elle est aussi le produit d'un volontarisme incroyable. C'est-à-dire qu'elle est la rencontre entre, évidemment, les phénomènes linguistiques du quotidien, mais aussi le volontarisme politique dans la durée. C'est l'ordonnance de Villers, et le XVIe siècle, du point de vue-là, est essentiel, c'est-à-dire l'ordonnance de Villers-Cotterêts, par laquelle François Ier fait du français la langue
nationale, utilisée par le là c'est latin. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est qu'au même siècle, et là c'est quelque chose de très français, mais entouré par les acteurs de ce qu'on est en train de dire, c'est Dubélé et l'ensemble des écrivains d'Abélial, et Dubélé d'abord avec Défense et illustration de la langue française, qui décrète, j'utilise à dessein un mot, qui décrète que on va hausser la langue française par l'écriture, donc par ce qu'il va faire lui-même et ce que vont faire ceux qui vont le suivre au cours de la Pléiade, par la richesse du vocabulaire en particulier, pour hisser la langue française à la hauteur du latin. Et en faire une langue qui, du coup, va être une langue de civilisation. Ce que Dante a fait avec la langue italienne. Et donc, se dire que les écrivains, à un moment donné, jouent ce rôle politique, d'élever la langue à hauteur de civilisation, a quelque chose de magnifique. Il nous dit quelque chose du rôle de la langue, de la culture, dans le volontarisme qu'on peut avoir pour se rehausser nous-mêmes dans les entités. Aujourd'hui, les effacements de la langue dans l'espace public, disons, et notamment sur les réseaux sociaux et autres, sont des indicateurs, sont des thermomètres de problèmes qui sont plus profonds encore. On arrive à agir non seulement sur les thermomètres, mais sur les causes de ça. Et c'est évidemment on retourne aussi sur les sujets d'éducation lorsqu'on dit ça, sur des questions très concrètes comme la richesse du vocabulaire des enfants, qui est un enjeu gigantesque. C'est une période pour travailler, et peut-être faire les choses. Évidemment, ça doit se poursuivre dans la durée. La lecture, il est évident, là, c'est des évidences, mais que là, il y a le téléphone portable et une révolution anthropologique gigantesque et à certains égards monstrueuse dans l'ensemble de l'humanité. Hier, je voyais quelqu'un m'a dit qui m'a envoyé une photo, c'était en Amérique latine, et il était dans un endroit que je connais bien, avec on voit un Amérindien totalement coutumier, enfin totalement à l'ancienne, mais avec des téléphone portable, parce que d'ailleurs, désormais, enfin, genre d'image, je me connais bien. Quand on pense à ce que ça signifie, j'ai été au Liban il y a quelques mois, qui est peut-être le pays le plus significatif d'une volonté de ne pas rentrer dans la modernité de manière trop brusque, un pays d'ailleurs très écologique et très heureux, qui a inventé le moderne national, devant un amphi, j'ai fait une conférence devant des futurs professeurs, et je dis, et on fait critique du téléphone portable, il faut faire attention, notamment à ce que les enfants, avec le genre de choses qu'on dit nous aussi en France, mais c'est sans doute la partie de nos discours la moins populaire, et de loin. Il avait vu justement un téléphone portable, et il trouvait que c'était la chose qui nous avait ouvert vers le monde, et c'était pas faux. Donc, cette révolution anthropologique fondamentale, elle est très importante dans l'histoire de l'humanité. Du même rang, à mon avis, que l'invention de l'imprimerie, peut-être pas dans la bonne direction, mais en tout cas, par magnitude. Eh bien, tout ceci doit être regardé en face pour avoir une direction sur les choses, de ne pas laisser les choses s'affaisser par elles-mêmes. Comme par exemple ce qu'est en train de faire l'Australie sur l'interdiction des téléphones portables de moins de 16 ans, est à regarder de manière très attentive, parce que c'est assez intéressant. Donc, la relation entre civilisation et culture, c'est la manière où, par la civilisation, nous saurons nous mettre les hommes contraintes, exemple, interdire le téléphone portable à l'âge de 16 ans, pour favoriser la culture, c'est-à-dire ce qui nous relie, et donc avoir une politique du beau. Et c'est peut-être l'expression clé que j'utilise dans cette partie, parce que la politique du beau, vous voyez, dans un pays comme le Bhoutan, il n'y a pas un édifice que j'ai trouvé l'être. Pas un. Même un petit immeuble qui serait l'équivalent d'un HLM de nous est beau. Les fenêtres sont belles. On cherche on ne cherche pas que l'utilité, on cherche la beauté. Et nous avons là aussi, nous sommes entourés de ça ici. Nous avons parfaitement su faire ça pendant des siècles. On ne voit pas pourquoi on en serait plus capable.
Question sur l'immigration. Vous préconisez une politique de quotas votée annuellement par le Parlement avec une politique de l'immigration volontariste guidée par les besoins de l'économie française et par évidemment le droit d'asile qui est fondamental. Est-ce que ça vous paraît crédible dans la mesure où on vit en Europe et que nos partenaires européens n'ont pas forcément une politique migratoire que la nôtre et que les frontières sont poreuses? Quelle est finalement votre politique migratoire? De cette façon-là, parce que je suis pas du tout pour. Si j'ai parlé des frontières tout à l'heure, c'est pas pour dire que nous devons être plus ouverts que jamais, alors même que c'est évident pour chacun que l'on a un énorme problème de ce côté-là, et que d'ailleurs c'est pour l'avoir trop nié d'une certaine façon que nous nous retrouvons avec le très grand risque de voir l'extrême droite au pouvoir dans un an. Et que sur ce sujet, comme sur le mot de civilisation, le mot de laïcité, soit on reprend le sujet à bras-le-corps de manière claire et nette et avec des idées pour le futur, soit des solutions brutales et contraires à nos valeurs pourraient triompher. Donc je pense, sur ce point, ce que j'ai dit sur d'autres points, c'est-à-dire qu'on doit revenir à une maîtrise. Le sujet ne peut pas être une politique d'immigration au fil de l'eau, comme celle que l'on a depuis des décennies maintenant, où on subit quelque chose et après on regarde ce que ça donne. Et après on essaye de réparer comme on peut. Et après on s'étonne de ce qu'on appelle la panne de l'intégration. Et le risque dans ces cas-là, d'ailleurs, d'être dans un cercle vicieux, puisque on dit, il y a des expressions que je n'aime pas du tout, comme la République n'est pas au rendez-vous. Comme si le cumul de l'ouverture des frontières plus de l'État-providence ne donnait pas fatalement le genre de choses que nous avons sous nos yeux. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis qui vous parle. C'est-à-dire quelqu'un qui a vu, c'est pas ce qu'on entend toujours, hein, qui a vu et qui voit encore la fameuse machine intégrée républicaine fonctionner encore. Je l'évaluerais comme ça à 70 ou 80%. Et où, bien entendu, le 20% qui ne fonctionne pas crée des dégâts considérables qui abîment même le 80%, puisque nous perdons la foi en notre propre modèle. Et donc, nous finissons par douter du modèle républicain, et peut-être pour certains Français séduits par d'autres modèles comme le modèle communautariste, alors même que c'est précisément ce qui nous précipiterait davantage encore dans ce que nous déplorons. Donc, comme d'habitude, se tromper de diagnostic, c'est aussi se tromper ensuite de pronostic. Et donc, moi, ma conviction en la matière, qui sont aussi quand même nourries par ce que j'ai pu vivre sur le terrain ou étudier, c'est que, en fait, le modèle républicain peut très bien marcher. D'ailleurs, il marche, même en Seine-Saint-Denis, où on voit par exemple de la gentrification forte actuellement. Mais n'oublions jamais qu'on raisonne, quand on fait des pourcentages sur la population, on raisonne toujours en stock, alors que la situation est en flux. Concrètement, on est près de Roissy, une bonne partie des étrangers qui arrivent en France s'installent en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise, vont faire toute une série de choses, certaines très bonnes, très intégratrices, d'autres mauvaises, proches de la délinquance. Ceux qui sont dans la première catégorie, dès qu'ils commencent à avoir des enfants qui vont bien, des moyens matériels corrects, etc., ils n'ont aucune idée, c'est d'aller ailleurs, et ils vont nourrir d'autres statistiques, d'autres départements. Donc vous pourrez sans arrêt dire la Seine-Saint-Denis, la République n'est pas au rendez-vous, etc., sauf que vous ne parlez pas des mêmes. Et donc il y a un sujet spécifique pour ce département emblématique, on pourrait parler de la même façon pour d'autres, mais donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis qu'on les nomme mal et qu'on se trompe, et qu'en plus on en profite pour s'auto-flageller, alors même qu'il y aurait plutôt à célébrer pas mal de bonnes choses qui sont faites. Quand on fait le dédoublement des classes à 12, c'est une partie des bénéficiaires, pas tous, mais ce sont des enfants issus d'immigration. Quand on a des mauvais résultats dans les classements internationaux, bien entendu que c'est une partie des mauvais résultats, et c'est ni bien ni mal de dire ça, c'est un fait, sont dus aussi au fait que nous avons des enfants qui arrivent en grand nombre chaque année qui ne parlent pas français. Certains d'entre eux vont devenir des grands français, et c'est très bien. Et au moment où on les teste, on ne peut pas attendre que ce soit comme des petits japonais non issus de l'immigration. Et donc, je pourrais vous montrer des tas de chiffres là-dessus. Par exemple, les chiffres de la Bretagne sont parfaitement comparables à ceux du nord de l'Europe. Et voilà. Donc,
si on n'a pas tous ces éléments en tête, on dit des bêtises. Et quand on dit des bêtises, après on fait des bêtises. Et donc sur la question de l'immigration, plutôt que d'être dans des visions doctrinaires et dogmatiques, on doit essayer d'être très pragmatique et croire en l'intégration républicaine, laquelle suppose déjà qu'on soit fier de notre modèle, on commence par ça, le facteur psychologique, comparé à d'immigrés américains à d'immigrés en France. Immigré aux États-Unis, là aussi je parle en connaissance un peu de cause, il va vivre avec des problèmes gigantesques, il peut se faire tirer dessus à la frontière, il va avoir zéro état de confiance pour l'aider, etc. Il va quand même bien arriver des envieux. À la fin, un jour, il réussit à être américain, il va avoir des papiers qui lui permettent de durer. Main sur le cœur, drapeau américain, fierté de l'Amérique, il dira que du bien toute sa vie de l'Amérique. En France, il va y avoir des associations qui vont l'aider, qui vont lui dire de faire venir plein d'autres gens, ils vont l'aider il va recevoir des allocations. Anzarov, l'assassin de Samuel Paty, regardez son parcours. Il a eu l'école gratuite, toutes les assistances qu'on veut, etc. Il avait tout, la France lui a tout donné. Au lendemain de l'assassinat, il y a un ministre qui me dit oui, mais avec tout notre passé colonial, c'est bien normal qu'on ait des ressentiments. Je lui dis ah oui, c'est vrai que notre colonisation de la Tchétchénie a été redoutable, il est normal de s'attendre à des vengeances. Donc, si vous voulez, si on n'a pas d'abord cette clarté, cette lucidité, et qu'on commence pas par la haine de soi dans la façon de voir les choses, mais par la connaissance de nos forces et de nos faiblesses. Et encore une fois, si nous n'avons pas la fierté de nous-mêmes, nous ne transmettrons pas cette fierté aux autres, et donc personne ne sera heureux. Pas plus les enfants d'immigrés que les autres, etc. Donc c'est pour le bien de tous qu'il faut faire ça. Donc il faut commencer, par la fierté, par une diversité réelle de l'immigration. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a des tas de gens qui parlent de diversité en sautant sur leur fauteuil, mais ça ne les gêne pas qu'il y ait une non-diversité d'immigration. Pour moi, qui ai beaucoup vécu en Amérique latine, j'aimerais qu'il y ait plus de latino-américains en France. Je vois ce qui se passe en Espagne, ça se passe mieux. Autrement dit, il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui nous avons un problème d'immigration peut-être. Nous avons aussi, et c'est autre chose, et c'est un autre sujet, un problème avec l'islamisme fondamentaliste. Et que donc si on a une partie trop importante de l'immigration qui est musulmane, eh bien, même statistiquement, on favorise des déséquilibres. Ce propos est un propos factuel, c'est pas un propos politique. Si on ne sait pas dire ça, des choses plus simplistes seront dites par des gens brutaux qui convaincront monsieur et madame tout le monde qui voient les problèmes que je suis en train de dire, de voter pour eux et d'aller vers des solutions totales. Alors que se dire par exemple que il va y avoir des quotas correspondant aussi à une diversité culturelle, je ne parle même pas simplement des impératifs économiques, que ça doit être quantitativement limité, que nous devons être extrêmement clairs sur les OQTF, que nous devons être d'une rudesse sans paille vis-à-vis des pays qui refusent les OQTF, parce qu'il n'y a aucune raison d'être dans ce déséquilibre et dans cette approche qui en été souvent une approche en réalité paternaliste des enjeux. Et si donc on veut une immigration réussie, une intégration réussie, il faut revenir à des choses quantitativement raisonnables, revenir à des choses qualitativement maîtrisées, et à ce moment-là, le modèle européen, oui, nous continuerons à savoir fabriquer des Français à partir de la diversité du monde, et c'est là le côté magnifique de la France, et nous cesserons de douter de nous-mêmes, alors même que ce modèle dont nous avons été, en réalité, est le modèle moderne. Et les autres, et voyons en Europe ce qui se passe, du point de vue cette fois-ci, je dirais, juridique, le fait de ne pas disposer d'un certain nombre d'outils que nous avons eu en héritage par l'héritage républicain, est un problème. Et donc, nous devons aussi avoir une vision européenne de cette question et ne pas avoir peur de porter des solutions qui sont quand même des solutions qui ont des racines très profondes, qui nous renvoient au sujet civilisationnel. Je ne sais pas à quel point il est censé passer une question à ça. Vous pouvez peut-être dire très rapidement un mot sur le troisième pilier qui est la République avant de passer aux questions dans la salle. Alors, la question sur la République, vous insistez sur l'indivisibilité. Je me demande comment vous conciliez ça avec le fait que dans nos départements et nos territoires d'outre-mer, il y a une forte montée de sentiments indépendantistes
et que le ministre en charge, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mon ami Manuel Valls, a accordé effectivement à l'un de ces territoires de Calédonie un statut mixte, mi-indépendantiste, mi-national français. Il y a ça, l'indivisibilité, pour vous c'est extrêmement important, j'aimerais savoir pourquoi. Et puis évidemment, ce qui nous passionne aussi ici au laboratoire de la République, c'est la question de la laïcité. On sait bien qu'aujourd'hui elle est menacée, une grande majorité de l'opinion le pense, c'est ce que mesure les sondages, aujourd'hui la laïcité est menacée. Comment vous entendez défendre à la fois l'indivisibilité de la République, sa laïcité, et puis il y a des choses très intéressantes dans votre livre sur le droit. C'est vrai que vous êtes un juriste, donc on comprend que ça vous passionne aussi, mais vous avez un plan. Vous citez, je crois, que nous avons 33 000 lois. C'est ça. J'ai ignoré ce chiffre. Vous avez aussi un plan dans ce domaine pour que ça devienne moins dépendant. Enfin, vous direz que l'intelligence artificielle, elle pourrait, les juges ne peuvent pas, ni aucun juge, ni aucun avocat ne peut connaître les 33 000 lois qui régissent notre droit, mais une intelligence artificielle, elle le pourrait. Enfin, je plaisante. Non, c'est un sujet très sérieux, celui-là. Je vais être bref, parce que je pense que là, il faut bien me dire. Mais d'abord, par contre, la Constitution, l'article 1 dit que nous sommes une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Prenons au sérieux chacun de ces 4 adjectifs et tirons les fils de chacun de ces 4 adjectifs. Le premier, c'est pas pour rien que c'est le premier, c'est aussi parce qu'il est le socle et il est aussi celui qui arrive le premier chronologiquement en 1792, mais là aussi dans la version tocquevillienne héritière de la monarchie. Le premier, curieusement, est aussi le plus négligé. C'est-à-dire, c'est un peu comme la laïcité il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire, on a tellement grandi dans l'évidence de la divisibilité qu'on finit par ne plus la défendre. Comme on a tellement grandi dans l'évidence de la laïcité, on a fini par ne plus la défendre. Et là, maintenant, ça y est, on comprend que si, c'est quand même intéressant à défendre. Je mets en garde sur la divisibilité, parce que, pendant qu'il est important, que soyons attentifs à ce que ça veut dire. Alors, il y a le cas de l'outre-mer qui est particulier, parce qu'il est normal qu'il y ait des statuts différenciés. La Nouvelle-Calédonie, depuis la révision de 2003, elle fait l'objet d'un article spécifique dans la Constitution. Et le peuple corse, c'est des peuples corses. Alors je vais dire, c'est pas l'outre-mer, mais l'indivisibilité est un principe clé qui est la garantie de l'égalité entre tous les citoyens et qui est la garantie de l'unité de notre pays. En France, et notamment à Paris, on a toujours une vision un peu désinvolte de cet enjeu. Notre ami Benjamin Morel, qui est secrétaire général du laboratoire de la République, a consacré plusieurs livres, et notamment l'un qui s'appelle La France en miettes, sur cette question. Et c'est une question que j'ai eu à traiter en tant que ministre de l'Éducation. C'était un sujet de combat politique important à l'intérieur de mon camp, parce que on traite ce sujet de façon désinvolte parce qu'on ne voit pas, par exemple, ce qui se passe en Espagne ou au Royaume-Uni sur ces questions. Lorsque vous commencez à faire de la différenciation, qui est un mot en ce moment à la mode, vous créez la course à l'échalote. Et ça me permet de répondre à la question corse. Vous donnez un statut spécifique à la Corse. Le lendemain, ce que je dis, c'est pas hypothétique, ça s'est passé. Le lendemain, le Parlement de Bretagne, je vais parler avec des mots d'Ancien Régime, c'est-à-dire le Conseil régional de la région de Bretagne, fait une résolution pour dire on veut le même. Le surlendemain, vous avez la nouvelle région autonome d'Alsace, européenne d'Alsace, qui dit on devrait faire comme les Bretons. Le jour d'après, vous avez les Basques qui disent on devrait faire comme les Alsaciens. Et vous pouvez effilocher votre pull, jusqu'à le retransformer en produit de lait, en quelques décennies, qui a mis plusieurs siècles à être construit. Alors quand on dit ça, on a l'impression d'être un jacobin. Là, il y a des mots atroces, il y a jacobin, il y a conservateur, mais c'est vraiment ignorer certaines réalités de terrain et surtout certaines stratégies de long terme qui existent. C'est pas pour rien que l'Azerbaïdjan, d'ailleurs, donne parfois de l'argent à certaines personnalités politiques françaises, que l'Azerbaïdjan a un travail actuellement
envers les indépendantistes néo-calédoniens, envers les Corses, c'est au vu et au su de tout le monde. Il y a un travail géopolitique très pervers, très puissant, accompli par une puissance qui par ailleurs s'est étendue des personnalités dans la société française. Donc on est typiquement devant une sorte de menace. Enfin, c'est un... Alors, on peut trouver que c'est un propos de vieux jacobins déviants, mais en réalité c'est vraiment extraordinairement grave. Et je trouve qu'il y a une désinvolture sur ces sujets qui est absolument considérable. Et si vous voulez, c'est pareil, il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est-à-dire, je suis le premier à dire il faut remettre de la force dans le local. Et le problème aussi sur ces sujets, c'est qu'on est rapidement caricaturé. Par exemple, en tant que ministre de l'Éducation, je me suis opposé à ce qu'il y ait des écoles où on ne parle que la langue régionale et pas à l'exclusion du français. C'était un projet qui a été approuvé par la plupart des partis politiques, compris la moitié de mon propre parti à l'époque, compris, j'ose le dire, par le président de la République. Et heureusement, le Conseil constitutionnel l'a empêché. Parce que j'ai contribué à ce qu'il y ait un recours. C'est ce que je ne parlais pas français. Si je n'avais pas fait ça, vous auriez eu la création dans les semaines, dans les mois suivants, d'écoles en Bretagne ou ailleurs, où on ne parle, où la question serait pas celle du bilinguisme, en faveur duquel je suis, mais d'un monolinguisme régional. Vous imaginez, c'est comme si vous faisiez des petites universités de Corté dès la maternelle. Ce que le recteur de Corse, et je dis tout bas, actuel, a fait. Dans l'indifférence générale, dans le salmigondis actuel de la vie politique. Donc des choses qui sont très graves dans le long terme sont faites, tandis qu'on va commenter la couleur des chaussettes de tel nouvelle star politique des réseaux sociaux. Et donc, si vous voulez, si on veut être sérieux sur ces sujets, il faut, là encore, avoir la vision historique et prendre au sérieux les mots. Donc, oui, on a besoin de complètement désengoncer le pays, et donc on a besoin de décentralisation. Mais moi, je n'utilise plus le mot décentralisation, parce que c'est comme le mot territoire, il a été usé par des mauvais usages. Et par ailleurs, donc, si vous voulez faire de la facilité politique, vous dites, au prochain quinquennat, je veux un nouvel acte de décentralisation. Donc, vous allez, comme les records d'athlétisme, il faut bien que ça s'arrête un jour. Là, il y en a déjà 5. On va faire le 6e acte de décentralisation. Si ça avait amélioré la France depuis 30 ans, on le saurait. Au contraire, c'est parallèle au problème que j'ai mentionné depuis une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a créé un embrouillamini. Je ne vais pas refaire un exposé là-dessus. Et donc, le mot que j'utilise avec mon ami François Baroin, pour lequel nos convictions sont convergentes là-dessus, évidemment, lui, ne pouvant absolument pas passer pour un jacobin en tant qu'ancien président de l'Association des maires de France. Nous disons liberté locale, c'est-à-dire clarté des compétences aux différentes échelles, et donc nouveau pouvoir, en effet, du bloc communal, du bloc départemental et régional rassemblé, et puis de l'État, qui doit devenir un État stratège, musclé, sachant faire valoir son autorité sur des sujets bien circonscrits. Ça, oui, ça c'est le schéma. Mais si derrière, vous avez des mots comme ceux qu'on entend dans le débat public en ce moment, enfin, j'en dirais 2, fédéralisme, différenciation. C'est des mots qui sont en train d'être à l'heure. Alors moi, je suis une sorte de lanceur d'alerte sur ces questions, c'est-à-dire je le dis pendant qu'il est encore temps. Si demain, nous consacrons ces mots d'un point de vue juridique, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Donc, j'ai cette discussion avec mon ami Jean-Louis Borloo ou d'autres personnalités comme les présidents de région. Je suis d'accord sur les tenants, c'est-à-dire oui, plus de pouvoir aux collectivités locales, oui, liberté locale très forte demain, mais non, pas de statut différencié. Et si on veut prendre des exemples, l'Allemagne, certes elle est fédérale, je ne vais pas revenir sur l'histoire allemande et ses particularités, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que tous les landers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas une différenciation des statuts des landers. C'est pour ça que le système allemand va plutôt bien. En revanche, vous prenez l'Espagne, vous commencez à se retrouve ce que je disais tout à l'heure pour les risques en France, ça c'est avéré pour l'Espagne, vous donnez une autonomie très forte à la Catalogne, les Basques font la même chose, la Galice, l'Andalousie, etc. Puis partez et ne se sortent pas. Et donc nous devons absolument éviter ça, qui est tout contraire à notre histoire
et il y a d'autres logiques. Donc l'indivisibilité de la République, c'est un mot qui semble creux, et en réalité il porte énormément de raisons. Laïcité. Laïcité, alors je pense que je sois court. Non, ouais. Laïcité, j'ai tellement parlé de la laïcité et on peut simplement dire qu'il y a des grands parallélismes entre ce que je viens de dire sur indivisibilité et ce qu'on peut dire sur laïcité. Et je dirais aussi que nous devons faire attention, nous l'avons dit ces derniers jours, puisque on l'a fêté, c'est un peu comme l'anniversaire des enfants, on le voit suite, a fortiori c'est des fêtes recomposées, c'est-à-dire sur une semaine, et donc on a fait ça toute la semaine dernière avec la loi de 1905, et j'ai quand même été beaucoup amené à dire, concentrons-nous sur ce qu'elle signifie, sur la force de ce mot, et les différents problèmes que nous avons en matière d'immigration, en matière de développement du fondamentalisme islamiste, d'autres problèmes, n'ont pas tous comme réponse la laïcité. La laïcité, c'est fait pour répondre à un certain type de sujet, et ça doit rester synonyme de liberté. Il y a d'autres sujets pour lesquels il faut d'autres mots et d'autres réponses. Et donc, donnons toute sa force à la laïcité, et ne cédons rien sur son contenu. Et je terminerai en disant ce que j'ai dit sur plusieurs sujets aujourd'hui. Tout est d'abord psychologique et immatériel. C'est-à-dire la façon dont on parle de ça, la netteté avec laquelle on parle, la détermination dans les discours que l'on tient, est la première des choses et emporte le reste. Si vous prenez l'éducation nationale, j'ai parlé, je crois, de laïcité de manière claire et nette pendant 5 ans. Peu importe ce qui s'est passé, enfin peu importe, le problème n'a pas tant été des mesures techniques qui ont pu être prises juste après moi, mais c'est l'esprit, les mots utilisés, le sentiment qui a été donné, qui immédiatement a créé un affaissement dans le système. C'est comme ça que vous avez eu des associations de des frères musulmans qui ont testé le système en créant la baya. Et puis après, vous avez comme une liste suivante qui dit hop, on va interdire la baya, et là, tout te dit c'est merveilleux d'interdire la baya, mais la baya a été interdite. Alors j'étais ministre de l'Éducation nationale, évidemment, comme tous les signes de 34 ans. Donc l'espèce de confusion que l'on crée, par des zigzags du discours politique, est terrible. Parce que si vous prenez un ministère comme l'Éducation nationale, beaucoup plus capable d'unité que ce que l'on croit. Même s'il y a évidemment ces éléments radicaux qui font beaucoup de tort. Mais si on prend une institution comme l'Éducation nationale, elle vit de l'existence d'un cas. Et elle est capable de tenir un cas. Dès lors que ce cap existe. Mais si vous lui dites un jour comme ci, un jour comme ça, comme toute structure, mais encore plus que toute autre structure, évidemment, elle est là. Mais donc, la laïcité suppose une netteté de ce que l'on dit, une continuité et le son. Peut-être pour oui, 3-4 questions, de manière à ce que vous ayez Oui, c'est une question toute simple. Vous avez évoqué l'importance des mots employés, des termes que je suis d'accord. Or, on avait parlé d'intégration. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intégration et l'assimilation? C'est une question que je peux poser, mais je n'ai pas de réponse. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde et bonsoir à Jean-Michel. Je vais faire comme Chloé Morin, je te remercier pour ce livre qui fait beaucoup de bien. Et en fait, il y a plusieurs Jean-Michel Blanquer, mais il y en a au moins 3 qui ont défilé devant ce soir. Jean-Michel Blanquer, peut-être avec cette atmosphère très académique de Jean-Michel Blanquer, professeur. Le Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation, qui, vous l'avez vu, continue à défendre avec fougue son bilan. Et puis, un Jean-Michel, on découvre dans ce livre, qui est porteur d'une vision très globale.
et qui est porteur de cette vision, qui est porteuse d'espoir, et c'est ça qui fait tellement bien. Et donc ma question, c'est, tu l'as dit à un moment donné, une vision, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est pas le retour, c'est quelque chose qui est nourri par le passé et par l'analyse du passé, mais qui nous conduit à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et il y en a beaucoup dans ce livre, des choses qu'on n'a jamais faites. Dans ce que tu proposes de manière très précise sur la politique territoriale, ce que tu proposes de manière encore plus précise sur la réforme institutionnelle, qui pourrait conduire notamment à une plus grande efficacité et aussi à un peu d'économie, la stratégie pour faire de la France une puissance maritime, la stratégie pour faire des Français des sociétaires de la France, c'est-à-dire de les pousser à ne plus simplement épargner, mais aussi à investir dans les projets d'avenir. Ça, j'ai pas tout à fait compris comment tu vas les convaincre, tu vas nous dire. Mais en tout cas, je pense que c'est absolument indispensable et très visionnaire. Alors, tout ça fait que ce livre est un livre convaincu et très convaincant. Et la question qui est posée, c'est en même temps une question de philosophie politique, mais en même temps une question très concrète que je te pose. Dans cet amphithéâtre où nous sommes tous présentes et présents avec beaucoup d'inquiétude, c'est suffit-il d'avoir raison? Et pour être encore plus précise, tu le disais d'ailleurs aussi, le grand obstacle, c'est souvent que disent les sportifs, le mental. Et donc le mental, il va super, le mental. Donc comment est-ce qu'on réenchante la France et comment ici et maintenant, toutes et tous autant nous sommes, nous pouvons contribuer à la réenchanter avec toi. Merci, monsieur le ministre. J'ai appris quelque chose, d'habitude, en vous écoutant, c'est que personne n'avait écrit quelque chose sur la civilisation française jusque-là. La question qui me vient à l'esprit, c'est voulait-on vraiment, pendant longtemps en France, parler de civilisation française? Bref. Pour beaucoup d'entre nous, la France commence au 14 juillet 1789, aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle et non plus au XIXe. Au XIXe, il était nécessaire de faire un roman noir de l'ancien régime. Attends, faire un roman noir, il nous est resté du coup profil sombre. Dans les esprits, ça n'existe pas. Vous savez combien je tiens à ce 1303 aussi fort que 1905. Alors la question que je vous pose est qu'il faudra réécrire pour le XXIe siècle l'histoire de la France réellement, dans laquelle la République, comme disait Pédy, notre royaume de France, est un élément essentiel. Et justement, une remarque n'a pas rapport avec cette question terrible de la différenciation. Ça s'appelle les privilèges. Et il me semble que précisément la Révolution a tenté de les effacer, et les a tellement effacés tous, qu'il en a effacé bien intéressant pour tout le monde. Merci, monsieur le ministre. Merci pour moi. S'il fallait que je sois un marin pour s'occuper des autres, ça me fait. Je trouverais aussi. Merci beaucoup. Peut-être je peux répondre déjà parce que ça fait. J'essaye de répondre brièvement à tous, mais sur assimilation et intégration, j'ai jamais vraiment opposé ces deux termes parce que finalement, à mes yeux, c'est deux stades d'un même élan. L'intégration qui peut aller jusqu'à l'assimilation. Je pense dans cette salle, beaucoup d'entre nous peuvent avoir des origines qui remontent à seulement une ou deux générations qui sont des origines étrangères. Certains même viennent de l'étranger, je pense à Faye Rognol, qui n'est pas plus française que Faye Rognol, qui est né en Iran et qui aujourd'hui défend la République que bien mieux que bien des gens qui sont nés en France. Et c'est un magnifique exemple, pardon de prendre comme exemple ça, mais magnifique exemple de voilà, ce qui est aujourd'hui encore l'attractivité, la beauté de la liberté dans la République française, le fait qu'on peut sentir que cette République française peut défendre des causes comme celle
de la liberté des Iraniens, etc. Tout ça pour dire que, de toutes les façons, l'objectif, c'est l'intégration. Et ça doit mener, dans la plupart des cas, sur plusieurs générations, à l'assimilation. Ben, l'assimilation ne signifie pas forcément qu'on oublie qu'on a une origine italienne, iranienne ou marocaine. Mais simplement que on se sent pleinement français et que on se sent déchiré par rien du tout parce qu'on se sent pleinement français. Toujours un problème avec une vision dolorisme du sujet. Je pense qu'il faut plus tard disons enthousiasme du sujet, c'est-à-dire par sa destinée, on a décidé de vivre en France, d'y avoir des enfants, on va donc être français. Bien sûr, on a des origines et c'est magnifique de les regarder, de faire des arbres généalogiques, etc. Mais voilà, on a adopté un pays et on regarde. Et si on se sent pas à l'aise, on a fait, faut absolument pas l'installer, c'est pas bon, ça répète. Et ça, je pense que c'est clair de l'être traduite dans notre vision d'Arabe. Sur les questions posées par Yana Zidurel, ça me rappelait le titre d'un livre d'Edgar Faure, côté c'est un grand tort d'avoir raison. Et j'étais pas avoir raison sur qui, d'ailleurs, il prétend user de ma raison, et comme je l'ai fait par exemple sur le débat sur l'élection, faire des débats, dire, ok, si réellement les sciences ont été détruites par cette réforme, allons-y sur le ring, ce que j'ai d'ailleurs fait sur certains réseaux sociaux. Et voilà, quand je décris la supériorité de cours, par exemple, je juge de ma raison. Mais au fond, au-delà de cette question de savoir si avoir raison est pas un tort, ce qui est certain, c'est qu'on doit s'inquiéter du statut de la raison dans le débat public et, à partir d'une analyse, essayer d'avoir des solutions. On doit s'en inquiéter parce qu'en effet, il y a une baisse de la rationalité. Voyons par exemple ce qui se passe avec les vaccins actuellement, et tout un tas de sujets de ce genre. Il y a clairement un affaissement de la ration. C'est d'autant plus inquiétant que même certains scientifiques se prêtent à cet affaissement de la rationalité, et que donc on doit être extrêmement vigilant. La traditionnelle vient de partir, mais elle est la meilleure avocate de cet enjeu, comme l'éducation à l'esprit critique, l'éducation à la raison, etc. Et on voit donc plus que jamais porter l'esprit des Lumières et celui du raisonnement, du cartésianisme, mais aussi disons des complexités de la vérité telles qu'on les connaît dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences dures. Mais au-delà de ça, il est certain qu'en politique, la raison n'est pas suffisante. Et que les émotions sont essentielles et on ne doit pas le déplorer. On peut le déplorer, mais ça ne sert à rien. Et puis, je suis même pas sûr que ce soit déplorable. C'est un fait. Je le dis souvent dans le cadre du laboratoire de la République, où nous sommes souvent sur des débats sérieux, rationnels, faisant place justement à la notion d'argumentation, etc. En même temps, il y a des causes émotionnelles que nous devons savoir mobiliser. Quand on s'est battu pendant 1 an pour la libération de Bohème Sansal, c'était bien sûr basé sur la raison, la liberté de penser, etc. Mais c'était une émotion, hein, un vieil homme âgé, malade, qui n'avait rien fait de mal, a été emprisonné par un c'est un sujet émotionnel, et c'est heureux de voir qu'on a pu mobiliser, et que en plus, cette mobilisation internationale a donné Donc, je pense cette question, que tu as terminé en parlant de réenchanter le monde, est très juste, c'est-à-dire que il faut en effet chercher les boîtes d'orientation. D'une certaine façon, c'est ce que je cherche à faire à Mappelville. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut parler de la France de manière réenchantée, et qu'il y a largement matière à faire, qu'on comprend ce dont nous disposons. Et donc, oui, je crois qu'il faut réenchanter, ce qui signifie savoir prendre en compte les données spirituelles. C'est ce qui fait prendre en compte les données culturelles, comme ce que j'ai dit sur le débat côté. C'est ce qui doit faire prendre en compte les données émotionnelles en tant que telles. Et enfin, c'est ce qui doit conduire à une forme de culture de l'optimisme. J'aime aussi, en prenant l'histoire de la France, dire qu'elle n'a pas toujours été le pays pessimiste qu'elle est aujourd'hui. Au contraire, elle a été jusqu'au XXe siècle vue par le reste du monde comme le pays
optimiste, volontariste, vaillant, etc. L'esprit français, c'est ça. Et puis, nous avons eu un XXe siècle un peu nul, à bien des égards, et nous sommes rentrés dans le XXe siècle avec la Belle Époque comme étant le pays le plus optimiste du monde, nous en sortons comme le pays le plus pessimiste du monde. Donc, faut reprendre la chose. Ce qui fait un peu le lien avec la deuxième question, c'est-à-dire, il y a évidemment avec la Révolution française et des ruptures et des continuités, et le livre cherche à montrer ça, je trouve. Et donc, de l'autre côté des continuités, on peut même prendre la laïcité, c'est-à-dire Henri IV a fait un très laïque, Philippe le Bel aussi à sa façon, en voulant distinguer dans le grand élève spirituel. Ce que nous Tito sur l'unité du pays montre ça, donc il y a toute une série de continuités qui sont très importantes, et il y a des ruptures, dont certaines sont sanitaires, l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'invention du kilogramme, du kilomètre, etc. Donc, ces choses qui allaient de pair avec l'esprit scientifique et l'esprit des Lumières. Et donc nous devons avancer sur ces deux jambes-là, mais dans notre manière de voir nous-mêmes, en effet, c'est-à-dire dans ça j'utilise le mot civilisation de manière complémentaire et publique, nous devons avoir cette capacité à plonger au fond des âges et à être fiers de l'ensemble. Alors, entre parenthèses, bien sûr qu'il y a des livres sur la civilisation française, comme par exemple celui coordonné par Jean Truby, qui s'appelle Histoire de la civilisation française, et qui justement va dans votre sens dans sa manière d'aborder le sujet. Ce que je disais, c'est qu'il n'y en a aucun qui s'appelle civilisation française, et que ceux qui peuvent avoir une civilisation française dans leur titre sont des livres d'histoire, mais pas des livres, pas des essais sur qu'on pourrait résumer dans mon cas, que pouvons-nous devenir en tant que civilisation dans les décennies et les siècles qui viennent. Et c'est donc cette scène civilisationnelle qui suppose avoir une vision sur plusieurs siècles et sur 2 siècles, qui effectivement sera sanitaire.